Bonjour et bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres. Élection présidentielle à Djibouti. Les électeurs sont appelés aux urnes le 9 avril prochain. Mais qu'en est-il du temps de parole accordé aux candidats en lice? Vous verrez qu'un tirage au sort a été fait au Conseil national de la communication. À suivre également les prévisions de la Banque africaine de développement. L'institution prévoit un retour de la croissance cette année, une croissance qui devrait rebondir à plus de 3% malgré la conjoncture actuelle marquée par la crise sanitaire. Le Niger, pays sahélien aux ressources en eau rares, un drame pour ses populations, moins d'un habitant sur deux a accès à l'eau potable en milieu rural. Gros plan sur la situation à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, le canal de Suez en Égypte est toujours bloqué par un navire géant. Le canal de Suez, l'une des voies commerciales, les plus commerciales fréquentées du monde, est encore fermée à la navigation encore ce jeudi en raison de cette embarcation. Sur place, des embouteillages massifs de navires et d'importants retards de livraison de produits commerciaux et de pétrole, faisant alors bondir les cours du pétrole à New York. Les experts annoncent que les opérations de remorquage pourraient prendre plusieurs jours. Pouvoir et opposition en ordre de bataille à Djibouti pour l'élection présidentielle. Le chef de l'État sortant, Ismaël Omar Guelleh, au pouvoir depuis plus de 20 ans, brigue un 5e mandat. Face à lui, une opposition pour qui l'élection serait déjà jouée d'avance et à quelques jours du scrutin prévu le 9 avril. La régulation du temps de parole dans les médias est l'une des questions qui se posent. C'est un sujet de la rédaction. Tirage au sort au siège du Conseil national de la communication de Djibouti. Le hasard a décidé mardi que ce sera Zakaria Ismaël Farah, le candidat indépendant challenger d'Ismaël Omar Guelleh, le président sortant qui s'exprime en premier sur tous les contenus relatifs à la campagne électorale dans les médias publics du pays. Lors des joutes électorales de la présidentielle du 9 avril, l'organisme indépendant aura pour mission d'assurer le pluralisme de l'information et un accès équitable aux médias en période électorale. Nous, en tant qu'organe de régulation, nous allons suivre scrupuleusement et d'une manière très minutieuse tout le déroulement de la campagne, aussi bien de la couverture médiatique audiovisuelle, c'est-à-dire quant au temps d'antenne. Notre rôle est effectivement, quand il s'agit de l'audiovisuel, de décompter le temps d'antenne, les minutages, de suivre les minutes. Afin de favoriser un climat apaisé lors des débats électoraux djiboutiens, les journalistes ont été invités à signer une charte de bonne conduite visant à respecter la déontologie dans le traitement des informations. La commission nous a présenté tout le travail qui sera mis à notre charge et nous a rassuré que durant toute la campagne, la communication se fera dans l'équité et l'égalité. Tout a été réparti équitablement, légalement. On est très rassurés et c'est vraiment encourageant pour la démocratie djiboutienne. Créée en 2016, la Commission nationale de la communication a entre autres pour mission d'assurer un accès équitable aux médias en période électorale. Depuis l'instauration en 1992 du multipartisme au Djibouti, c'est la première fois qu'un organisme joue ce rôle. Après le gouvernement d'union nationale reconnu par l'ONU, le gouvernement parallèle de l'Est de la Libye a remis le pouvoir ce mardi au nouvel exécutif unifié. Un nouveau gouvernement dirigé par le Premier ministre Abdelhamid Dbeiba en attendant des élections prévues en décembre. Un nouveau gouvernement donc, mais qu'en est-il de la présence des femmes dans cette nouvelle équipe? Nous nous sommes posé la question et voici quelques éléments de réponse dans ce sujet signé Siamlo Victoria Sedji. C'est une étape majeure pour faire progresser les droits des femmes, s'est réjoui l'ONU Femmes, entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes. En Libye, 5 femmes ont été nommées ministres cette mi-mars, parmi 26 autres et 6 ministres d'État dans le nouveau gouvernement de transition. Les activistes des droits des femmes en Afrique
s'en réjouissent. La Libye est à féliciter parce qu'aujourd'hui, avec ce nouveau gouvernement de transition, ils veulent aller vers la paix. Et pour aller vers la paix, il faut que les femmes soient présentes. Autrement, ça ne sera pas possible. C'est de valoriser les compétences des femmes, de renforcer leur visibilité, leur participation et leur leadership. Comme ça, elles s'imposent et les hommes sont obligés de composer avec elles. Diplômée en physique nucléaire, l'universitaire Mabrouka Touki est en charge du ministère de la Culture. La juriste Alima Ibrahim Abdirahman s'occupera de la justice. Aux affaires sociales, Wafa Al-Kilani et Ouria Al-Tormal aux affaires de la femme. La diplomatie sera chapeautée par l'avocate Najla Al-Mangouche, activiste et membre du conseil de transition ayant porté la révolution en 2011. Les femmes libyennes sont tout autant méritantes. C'est quand même salutaire. Maintenant, c'est de dire, c'est de faire en sorte qu'on continue sur ce processus. On ne peut pas rester à marge. Mais même avec cette configuration, le quota de 30% de femmes attendues n'est pas atteint. Il n'est que de 15%. La participation politique pleine, égale et significative des femmes est pourtant plus que vitale. Nous sommes fiers de voir des Libyennes nommées à des postes de souveraineté, mais aussi mécontentes que le Premier ministre ait failli à son engagement. Nous ferons pression pour qu'il rectifie le tir et veillerons à ce que les femmes obtiennent plus de postes dans tous les secteurs où elles sont absentes. Les nouvelles ministres devront travailler pour aider à sortir la Libye d'une décennie de crise jusqu'aux élections prévues en décembre 2021, dans un pays où les femmes sont les plus affectées par les conflits meurtriers à répétition. Et puis ce chiffre de la Banque africaine de développement, 54%, c'est le taux actuel d'électrification du continent africain, soit une augmentation de plus de 25% en 4 ans. Près de 21 millions d'Africains ont été raccordés à l'électricité entre 2014 et 2018. La BAD s'en félicite, mais ce taux est encore loin d'être satisfaisant. Cela est même insuffisant, car la moitié des Africains n'a toujours pas accès à l'électricité, ce qui ralentit alors leur vie quotidienne, mais aussi des pans entiers de l'économie. Près de 49 millions d'Africains pourraient être plongés dans l'extrême pauvreté en raison de la pandémie. Mais d'après les analyses de la Banque africaine de développement, l'Afrique devrait toutefois connaître un rebond de croissance économique de plus de 3% en 2021. Des prévisions sur lesquelles pèsent de nombreux doutes au regard de l'impact de la pandémie qui a aggravé la pauvreté sur le continent et a causé l'effondrement de plusieurs économies. Philomène Tine. En 2021, l'Afrique devrait se remettre de sa pire récession économique enregistrée en un demi-siècle selon la Banque africaine de développement. Cependant, cette relance devrait être soutenue par une reprise du tourisme, un rebond des prix des matières premières et la levée des restrictions induites par la pandémie, indique l'institution financière. Les prévisions de la Banque africaine de développement, qui estime que le continent africain va créer une richesse aux alentours de 3,4%, reste assujetti à des hypothèses socio-économiques, notamment l'accès à l'ensemble des pays africains au vaccin du Covid-19. La deuxième hypothèse est que, selon la Banque africaine, si les pays africains ont accès au vaccin, les flux financiers provenant de la diaspora pourront permettre à ces économies de pouvoir renforcer leur capacité de résilience face aux chocs extérieurs liés au ralentissement de la demande internationale, notamment du côté de la Chine, des matières et des métaux provenant essentiellement du continent africain. En termes de région économique, l'Afrique du Nord aura la meilleure performance en 2021 avec un taux moyen attendu à 4% par la BAD. Viennent ensuite les régions australes et centrales avec un taux de 3,2% chacune. Une croissance de 3% est attendue pour la région d'Afrique de l'Est. Celle ouest ferme la marche avec 2,8% de croissance. Il est évident que l'Afrique du Nord reste moins vulnérable parce que ce sont des économies moins extraverties comme les économies subsahariennes. Et lorsqu'on regarde que la plupart des économies d'Afrique australe sont essentiellement des économies minières, que ce soit le Zimbabwe et le Botswana, nous pouvons voir l'Afrique australe qui va jouer le rôle de challenger, l'inclusivité de cette croissance économique prévue pour 2021. En 2021, 11 économies africaines connaîtront une croissance économique supérieure ou égale à 5%, dont 10 seront au-dessus de 5%.
La 53e session de la conférence des ministres africains des finances, de la planification et du développement économique s'est clôturée le 23 mars. Une rencontre placée cette année sous le thème de l'industrialisation durable et la diversification de l'Afrique à l'ère du numérique dans le contexte de la Covid-19. Marie-Raphaël Antolo. La 53e session de la Commission économique pour l'Afrique s'est ouverte le 22 mars 2021 en mode virtuel et présentiel. Regroupant de nombreux ministres de finances africains, cette rencontre s'est apaisantie sur les possibilités et stratégies à employer pour quitter d'un mode de résilience des pays africains face au Covid-19 à un véritable accroissement de leur économie. L'industrialisation et la diversification durable de l'Afrique à l'ère du numérique dans le contexte du Covid-19, c'est en effet le thème qui structure ces travaux de la Commission. Chaque pays africain, bien que les circonstances ne soient pas les mêmes, doit dans ce combat avoir au moins 3 points cruciaux à l'ordre du jour. En premier, la transformation digitale. En second, l'économie intelligente face au climat. Et en dernier, un cadre institutionnel pour sa mise en œuvre. D'après des rapports de la Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies, la pandémie à coronavirus a eu des répercussions importantes sur l'économie de l'Afrique. Elle a provoqué pour la première fois en plus de 20 ans une contraction de son produit intérieur brut d'environ 2 à 5,4% en 2020. Comme solution durable, les États préconisent la création d'un système économique durable en adéquation avec la zone de libre-échange afin d'en tirer le maximum profit. La conséquence immédiate de la pandémie a été le besoin urgent d'augmenter les dépenses gouvernementales pour arrêter la propagation de la COVID-19 et appuyer les entreprises et les ménages affectés par la pandémie. Les pays riches ont déployé leurs ressources financières comme stimulants. Les pays pauvres n'ayant pas suffisamment de moyens n'ont pas pu entreprendre des dépenses nécessaires pour contrôler la COVID-19. Par conséquent, un financement important est nécessaire pour la gestion de la COVID-19 ainsi que pour la reprise économique des pays africains. L'accroissement de l'économie des pays africains dans un contexte de crise sanitaire passera par la digitalisation et leur financement. Dans son discours d'ouverture, le Premier ministre éthiopien a rappelé qu'il est temps pour les économies africaines de profiter des possibilités innovantes créées au travers de la crise sanitaire pour émerger véritablement. L'accès à l'eau potable est une lutte de tous les instants pour les habitants du Niger. Et dans le Niger rural, 64% de la population n'a pas accès à une eau salubre. Du côté du gouvernement, on parle de plusieurs centaines de milliards de francs CFA d'investissement ces dernières années pour tenter d'améliorer la situation. Seulement voilà, seule une infime partie des habitants de ce pays n'a pu entrevoir ces quelques progrès annoncés par le gouvernement. Joël Maribalo. Dans le cadre de la célébration chaque 22 mars de la Journée mondiale de l'eau, le gouvernement nigérien dresse un bilan du niveau d'accès à l'eau potable au sein de sa communauté. En effet, en 8 ans, près de 800 milliards de francs CFA ont été investis pour améliorer l'accès à l'eau potable au Niger. Grâce à cette mobilisation de fonds, les populations rurales ont bénéficié de 22 374 infrastructures hydrauliques modernes, près de 118 000 branchements sociaux et 1864 bornes fontaines publiques réalisées en milieu urbain. Ces réalisations qui s'inscrivent dans le cadre du programme de Renaissance ont contribué à faire évoluer le taux de couverture géographique de 68,60% en 2015 à 72,39% à fin 2020 et d'augmenter le taux de desserte à l'eau potable de 73,75% en 2010 à 99% en 2020. Malgré des avancées dans le secteur hydraulique, la desserte en eau potable dans les zones rurales reste à améliorer. Pour des millions de Nigériens, diverses stratégies doivent être mises en place. Le transport par voie de canalisation de l'eau des zones de forte productivité vers les zones déficitaires, la réalisation tout le long des fleuves des stations de traitement et de pompage. L'augmentation de la population dans le pays entraîne souvent la surexploitation des infrastructures et des ressources hydrauliques existantes et met en péril l'approvisionnement
l'approvisionnement en eau, ce qui doit amener le gouvernement à mobiliser davantage de ressources pour renforcer les infrastructures hydrauliques. Il faudra également mettre l'accent sur l'utilisation rationnelle des ressources en eau dans tous les secteurs d'activité et garantir la viabilité des retraits et de l'approvisionnement en eau douce afin de tenir compte de la pénurie d'eau en lien notamment avec le changement climatique. L'accès à l'eau potable et à un système d'assainissement efficient demeure un véritable enjeu pour le développement du Niger. Le gouvernement salue de fait les efforts consentis par certains organismes internationaux qui leur octroient de façon régulière des financements pour améliorer ce secteur d'activité. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.